Bonsoir. Monsieur le ministre, vous n'échapperez pas ce soir aux questions sur le bilan des 2 ans de pouvoir de la gauche, 2 ans qui, en ce qui vous concerne, se partagent en 2 mi-temps d'égale durée. 1 an comme secrétaire général de l'Élysée, où vous avez eu l'accès à tous les grands dossiers internationaux. 1 an comme ministre des Affaires sociales et de la solidarité, c'est-à-dire un peu à votre corps défendant, le ministre du malaise social actuel. Alors l'une des questions que les Français se posent, et à laquelle vous serez certainement invité à répondre ce soir, est la suivante. Est-ce que la justice sociale a fait des progrès depuis l'arrivée de la gauche au pouvoir en France? Et si oui, quels progrès? Alors vous nous direz quelle analyse vous faites de la montée du mécontentement que l'on constate ici et là, et qui cette nuit encore a provoqué des incidents à Paris. Et vous qui êtes précisément ministre de la Solidarité, Monsieur Bérégovoy, vous nous direz si cette belle idée de la solidarité nationale n'est pas remise en cause à la fois par les appels à la lutte des classes de certains de vos amis politiques et par la montée des égoïsmes des corporations et la tendance des différents groupes à considérer chacun qu'il est le plus touché par la crise et par la politique de rigueur. Alors avant de vous livrer aux questions d'Alain Duhamel d'Antenne 2, puis de Philippe Vasseur du Nouveau Journal et d'Albert Duroy d'Antenne 2, nous allons faire un détour par SVP où Anita Ben Saïd et Philippe Arroir ont déjà en main les premières questions des téléspectateurs. Philippe Arroir. Oui, il y a déjà beaucoup de questions et le standard est bloqué depuis 20 heures. Il faut un peu patienter quand vous nous appelez. Deuxième constatation, dans ces nombreuses questions, on vous appelle très souvent Monsieur le Premier ministre. Peut-être pourrez-vous nous répondre là-dessus. Enfin, beaucoup de téléspectateurs veulent savoir qui êtes-vous, Monsieur Bérégovoy. Et l'un d'entre eux, qui est commerçant à Stein, nous dit même quel est votre niveau intellectuel, qu'avez-vous fait par le passé et quels sont vos bagages? Alors, vous répondez à cette question. Je crois que c'est une bonne entrée en matière de vous présenter vous-même. Écoutez, c'est vrai que j'ai commencé à travailler jeune. À 16 ans. À 15 ans et demi. Et j'ai mon brevet élémentaire et je me suis formé moi-même. J'ai eu un peu de chance dans ma vie, d'abord au chemin de fer et ensuite à Gaz de France. J'ai rencontré des amis qui m'ont aidé. J'ai été syndicaliste et c'est une école de la vie très intéressante pour parler avec les patrons, pour discuter avec les supérieurs hiérarchiques, pour défendre ses camarades. Il faut travailler, connaître les dossiers et être capable d'expliquer dans un langage aussi clair que possible les revendications exprimées. Ça m'a beaucoup aidé. J'ai tout de même été à l'université. Je suis allé à l'âge de 30 ans, c'était à Strasbourg, à l'Institut du Travail, et c'est là que j'ai appris ce qu'était l'enseignement supérieur. Bref, j'ai appris à prendre des notes. Et depuis, ça m'a pas mal aidé. Eh bien, Monsieur le Ministre, première question. Alors, Alain Duhamel gagne sa place, et avec lequel vous allez être en face à face pendant un quart d'heure. Alain Duhamel. Vous disiez à l'instant à François-Henri de Virieu que vous aviez été syndicaliste. Vous étiez syndicaliste à quel syndicat? J'ai été syndicaliste à Force ouvrière et j'ai été syndicaliste à la CFDT ensuite. Bon, voilà, je demandais ça parce que comme ça intéresse les téléspectateurs, puisqu'ils veulent savoir qui vous êtes, et puis quand on est ministre des Affaires sociales, c'est intéressant. Il y a un certain temps que je ne milite plus dans le syndicalisme, puisque j'ai exercé des responsabilités au Parti socialiste, et je considère que les partis politiques doivent respecter l'indépendance des syndicats. Et j'ai la chance d'entretenir, avec la plupart des responsables syndicaux, tous même, oui, de bons rapports. Je les connais depuis longtemps, on s'apprécie, on se dispute parfois, mais on trouve souvent le chemin du dialogue. Alors justement, à propos de dialogue, en regardant les journaux télévisés tout à l'heure, on voyait Pierre Mauroy, qui dans une déclaration un petit peu solennelle, disait qu'à la fois il fallait être, vis-à-vis des étudiants, un homme de dialogue, et en même temps qu'il fallait faire respecter l'ordre républicain. Alors, le Premier ministre a dit en passant qu'il n'était pas très question de repousser, comme le demandent les étudiants, l'examen, la discussion du projet de loi sur l'enseignement supérieur, qui est à l'origine de toutes ces grèves, à l'automne, comme le veulent les étudiants. Alors, qu'est-ce que ça peut être d'abord qu'un dialogue avec des étudiants qui souhaitent qu'on repousse un projet de loi à l'automne pour pouvoir s'exprimer et discuter, si on ne le repousse pas à l'automne? Les étudiants peuvent s'exprimer, ils le font actuellement. Ils peuvent saisir les parlementaires de leurs revendications. Et c'est justement l'occasion au Parlement, où le ministre de l'Éducation nationale, Alain Savary, présentera son projet de loi, de discuter, d'amender, de corriger. Je crois qu'il faut voir les choses de cette manière et sans passion. Par contre, il y a derrière les mouvements étudiants actuels, voilà,
tout de même des fauteurs de désordre. Bon. Et je trouve que le Premier ministre a eu parfaitement raison de dire que la sécurité des biens et des personnes doit être garantie. Dans votre esprit, les fauteurs de désordre, c'est l'opposition ou ce sont d'autres groupes? En ce qui concerne les étudiants, et pour ce qui s'est passé à Paris cette fois-ci, il s'agit visiblement de groupes d'extrême droite qui cherchent à profiter des circonstances actuelles et d'un certain malaise étudiant pour créer le désordre et la violence. Cela est inadmissible et je le condamne avec sévérité. Alors moi j'habite justement dans le quartier dans lequel tout ça se passe, donc je les vois à peu près tous les soirs en ce moment. On voit bien qu'il y a quelques centaines de garçons d'une vingtaine d'années, dont une partie sont des étudiants effectivement d'extrême droite, ça s'entend très bien, puis dont d'autres sont ces autonomes ou ces marginaux qui s'agglutinent toujours quand il y a ce genre de choses. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas arriver à mieux contrôler les choses? Je veux dire, une fois que les étudiants, les vrais, qui défilent en fonction de leurs propres objectifs s'en vont, ils se dispersent effectivement, puis il en reste quelques centaines, moins de 1000. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas régler ça mieux? Si vous connaissez la solution, faites-la moi connaître. Mais... Non, mais je veux dire, vous pouvez avoir des idées. Il y a effectivement, comme vous avez pu l'observer vous-même, un certain nombre d'agitateurs d'extrême droite qui créent le désordre. Mais avec la grande masse des étudiants, et j'ai pu l'observer en ce qui concerne les étudiants en médecine, on peut parfaitement engager le dialogue et trouver des solutions. Pendant 10 heures, j'ai reçu les représentants des étudiants en médecine. J'ai essayé de les comprendre et beaucoup de leurs revendications me paraissaient justifiées. Ces étudiants s'interrogent au fond sur leur avenir. Et lorsque l'on parle avec eux de cette manière-là, on trouve généralement la solution. Alors, au fond, il y a deux thèmes dans le projet de loi de réforme de l'enseignement supérieur qui inquiètent visiblement les étudiants et qui ne leur paraissent pas très clairs. Alors, ce sont des sujets généraux, je vous les demande parce que vous êtes membre du gouvernement à un niveau important, donc vous avez sûrement des idées là-dessus. C'est la sélection. Est-ce qu'à l'intérieur de l'enseignement supérieur, il faut une sélection? Et si oui, à quel moment? Est-ce que ça doit être à l'entrée ou est-ce que ça doit être à la fin de ce qu'on appelle le premier cycle de l'enseignement supérieur, disons après 2 ans d'études? Et puis l'autre question, c'est est-ce qu'on doit introduire dans la formation supérieure davantage de professionnalisation? En ce qui concerne la sélection, d'abord il faut entrer dans l'enseignement supérieur, ensuite il faut passer d'une année sur l'autre. Les dispositions qui sont dans la loi qui va être discutée par le Parlement concerne ce qu'on appelle, d'un terme un peu compliqué, l'interdisciplinarité. C'est-à-dire, on va pratiquer diverses disciplines de manière à pouvoir éventuellement choisir une filière différente. Il y a là non pas une sélection, mais un examen qui permet d'entrer ensuite dans le 2e cycle. Et pour le reste, il y a un contrôle et un examen de fin de 2e cycle qui me paraissent tout à fait normaux. Et je souhaite en effet que l'université, comme l'école d'une manière générale, s'ouvre vers la vie active, et notamment vers l'industrie. C'est en créant une symbiose entre l'enseignement supérieur et la vie professionnelle que l'on adaptera le mieux possible les étudiants à leurs tâches d'avenir. Alors, avant d'en arriver au problème politique, je vous pose une dernière question sur ce sujet, parce que je crois que c'est un sujet du jour, puis que ça intéresse beaucoup de gens. Un des problèmes qui visiblement préoccupe les étudiants, et leurs parents d'ailleurs, c'est de savoir s'ils continueront, comme ça avait été une dénovation, oui ou non, à pouvoir choisir l'université de leur choix, ou bien s'ils ne risquent pas d'être affectés en fonction de critères géographiques un peu mécaniques. Non, il n'y aura pas de critères mécaniques, mais il y a effectivement des affectations en fonction des choix qui seront faits par les étudiants. Bon, alors maintenant j'en arrive aux questions politiques. François-Henri de Virieu le disait dans sa présentation, c'est vrai qu'on est 2 ans après le 10 mai, en gros, à 2 jours près. Alors, il y a une question à laquelle je crois qu'on ne peut pas échapper. Quand le président Mitterrand avait été élu, il avait fait une première déclaration, que j'ai relue, et dans cette déclaration, il expliquait qu'au fond, le 10 mai, ça n'était pas tellement la victoire de l'un ou de l'autre, d'un camp ou d'un autre, c'était la victoire de l'espoir. C'était ces termes. 2 ans après, quand on regarde les sondages d'opinion, puis quand on écoute les gens, on voit bien qu'au fond, les adversaires de la majorité sont déjà mobilisés, et je dirais presque hargneux, en tout cas combatifs, et que les partisans de la majorité sont désenchantés. Comment est-ce que vous, Pierre Bérégovoy, vous expliquez cette évolution, sa rapidité? Écoutez, nous sommes dans une crise économique qui est mondiale. Nous avons pris le pouvoir dans le cadre de cette crise que les socialistes avaient analysée depuis longtemps. Nous avions dit qu'elle était profonde et qu'elle serait durable. Et nous l'avons dit en 1971. Nous n'avons pas attendu 1983 pour la découvrir. Ce que François Mitterrand avait dit au cours de sa campagne électorale, c'est qu'il fallait en effet ouvrir une perspective à la France, sur le plan international et sur le plan national. Si nous devions faire un bilan aujourd'hui,
nous constaterions que sur le plan international, la voix de la France est entendue et qu'elle est respectée. En ce qui concerne le plan national, les difficultés de l'heure troublent l'opinion publique, troublent les Français, et je ne le conteste pas. Seulement, il faut savoir que ce que nous avons accompli depuis 2 ans est en passe de réussir. Il suffit maintenant de rassembler les énergies. D'abord, sur le plan social, permettez-moi de le dire, puisqu'il s'agit d'un domaine que je connais bien, les mesures que nous avons prises, droit à la retraite à 60 ans, loi Auroux sur le droit d'expression des travailleurs, la 5e semaine de congés payés, la réduction de la durée du travail, tout cela est accepté et les Français n'accepteraient pas que cela soit remis en cause. Ils le disent, même dans l'hypothèse où M. Chirac, M. Giscard, M. Barre, qui se partagent leurs espoirs pour demain, revenaient au pouvoir. Donc il y a un acquis social reconnu par tout le monde. Mais pourtant, ils ne sont pas contents. Monsieur le ministre, est-ce qu'avec la retraite à 60 ans, on n'évacue pas les difficultés vers les générations qui vont nous suivre? Je ne le crois absolument pas. Est-ce qu'on ne crée pas une situation intenable pour les générations puisque justement, on parle de retraite. On est très convergents. On est très convergents. Si vous voulez, à vivre vraiment dans la société de l'instant. Il y a une question qui est directement liée à ça, qui est une question générale, mais que beaucoup de gens se posent, puisque beaucoup de gens nous ont envoyé des lettres à ce sujet avant cette émission, quand ils ont su que vous serez l'invité. Et cette question, c'est celle-ci. Au fond, il y a de moins en moins de gens qui travaillent de moins en moins longtemps, puisque d'abord, il y a des chômeurs, malheureusement, qu'ensuite la retraite vient plus vite, et puis qu'on travaille moins dans la semaine. Et puis, il y a donc de plus en plus de retraités qui, heureusement, vivent de plus en plus tard, grâce à la médecine, qui sont de plus en plus nombreux. Comment est-ce que, non pas à 2 ans, mais à 20 ans, les premiers pourront faire vivre les seconds, sans qu'il y ait soit une augmentation massive de ce qu'on doit payer, des cotisations, soit une limitation des prestations? Je ferai, si vous le voulez bien, 3 observations. La première, la retraite à 60 ans, c'est un droit et ce n'est pas une obligation. Et c'est ainsi qu'il faut voir le problème. Oui. Ceux qui désirent partir à 60 ans pourront le faire. Le deuxième, c'est lorsque nous avons adopté cette disposition et ensuite trouvé avec les partenaires sociaux le chemin de l'accord, et croyez-moi, ce n'était pas facile, nous avons constaté qu'à l'horizon de 2005, le rapport entre les actifs et les inactifs resterait le même qu'aujourd'hui. Après 2005, le problème peut se poser. Mais il peut se poser pourquoi? Parce que ce sont aujourd'hui les actifs qui financent par des cotisations sociales la retraite des inactifs. Or, il y a d'autres moyens de financer la retraite. On peut, par exemple... On pourrait abandonner la répartition, le mode actuel? Non. Et quel moyen de financement? Pour l'instant, ce sont des cotisations sociales. Oui, mais... On peut envisager l'hypothèse, à partir de 2005, ce n'est pas tout à fait pour demain, où les machines prendraient leur part au financement des retraites et de la protection sociale. Permettez-moi d'ajouter un dernier mot, c'est que j'ai toujours entendu, c'est ma 3e observation, j'ai toujours entendu dire que les réformes sociales, ça coûtait cher, c'était impossible, on n'en connaîtrait pas le développement. Quand les travailleurs n'avaient pas le repos dominical, on lisait déjà dans une certaine presse que cela mettrait l'économie à mal. Pour les plus anciens, qui ont connu 1936, on se rappelle aussi que c'était le même genre d'argumentation. Les 15 jours de congés payés, c'était impossible. Vous voyez où nous en sommes aujourd'hui. C'est vrai, ça. C'est vrai. Par conséquent, je crois qu'il faut aborder les choses avec une conviction qui est la mienne. C'est que le progrès technique, il va continuer à se développer et qu'il créera des richesses qui permettront de satisfaire les besoins des jeunes et les besoins des anciens, je n'en doute pas. C'est ce que vous vouliez dire en disant à l'instant que les machines prendraient leur part dans le financement. Parce que 2005 c'est simple. Hein. 2005, en gros, c'est dans 20 ans. Dans 20 ans, ça veut dire que ceux qui commencent à travailler aujourd'hui, mettons à 25 ans, ça sera leur responsabilité quand ils seront dans la force de l'âge. Monsieur Duhamel, les richesses, elles sont produites comment? Elles sont produites par des hommes. Elles sont produites aussi par des machines. Les hommes, ils y mettent la force de leur esprit, leur intelligence, et ils y mettent aussi la force de leurs bras. Et les machines ont pris depuis des années une part de plus en plus importante. Je veux dire par là qu'il y aura dans les années 2000, et peut-être même avant, davantage de robots qui se substitueront à l'homme. Il y aura par conséquent un effet du progrès technique qui permettra de produire davantage de richesses avec sans doute moins d'hommes et de femmes au travail. Voilà ce que je veux dire. Par conséquent, il faudra trouver d'autres formes de cotisation que celles assises sur les salaires pour financer et les retraites
et la protection sociale. Sans freiner la modernisation. Sans freiner la modernisation. Ouais. Je la freinerai d'autant moins que je crois que la modernisation nous permettra de financer la protection sociale. Comme ce ne sont ni les robots ni les ordinateurs qui paieront leur quote-part, ça veut donc dire que ce qui ne viendra pas de cotisations assises sur les salaires et sur les revenus, ça viendra d'autre chose. Ça viendra de cotisations qu'on paie au fisc, par exemple, ou bien... Bien entendu. Mais vous posez le problème dans le terme de cotisation, naturellement, puisqu'actuellement, il s'agit de cotisation sociale. Les gens sont assez sensibles. Moi, je vous pose le problème d'une manière un peu différente et que les Françaises et les Français qui m'écoutent vont comprendre. Il y a des richesses qui sont produites. Elles sont produites par des machines, par des hommes, et il faut, j'ajoute quelque chose, des capitaux aussi dans une entreprise pour la faire marcher. Bon. Ensuite, on se partage ces richesses. Une partie est consommée, une partie est investie. Eh bien, il y aura, dans la partie qui est consommée, ce qui est fait dès aujourd'hui pour la jeunesse et ce qui sera fait naturellement pour les personnes âgées. Voilà ce que je voulais vous dire en termes très simples. Bon, alors, Jean-Pierre Chevènement, votre ami Jean-Pierre Chevènement, qui était ministre d'État dans le gouvernement auquel vous appartenez toujours et qui ne l'est plus depuis quelques semaines, apparemment de son fait, vient de publier 2 articles dans Le Monde qui ont fait beaucoup de bruit. Alors, moi, je voudrais en prendre 3 points que je prendrai successivement. Dans le premier, il dit d'abord, et là, je voudrais savoir si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec lui, il dit d'abord, il faut être clair, les grosses difficultés ne sont pas derrière nous, elles sont devant nous. Est-ce que vous êtes d'accord ? Pierre Mauroy disait la même chose dans ce studio il y a 2 mois. Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que les difficultés sont devant nous ? Les difficultés, nous les vivons tous les jours. Et ces difficultés, il y en a qui sont derrière nous. Je pense par exemple que nous avons fait des progrès en ce qui concerne la lutte contre l'inflation. Il faut d'ailleurs maintenir cet effort, car il ne faut pas que l'inflation dépasse 8% cette année. Nous avons maintenu le chômage dans des limites raisonnables, et il y a une grosse difficulté que nous vivons aujourd'hui et qui est encore devant nous, c'est le déficit du commerce extérieur. Ça, j'y viendrai tout à l'heure. Si Jean-Pierre Chevènement veut dire cela, il a raison de considérer que nous n'avons pas réduit le déficit du commerce extérieur et qu'il faut nous y attaquer. Je développerai cette idée quand vous me poserez la question. Alors, qui a raison, de Pierre Mauroy ou de Jean-Pierre Chevènement? Vous venez de dire, monsieur Leverrier, qu'ils avaient dit la même chose. Non, je veux dire qu'ils avaient dit le contraire. Je suis désolé. Écoutez, vous leur poserez la question à l'un et à l'autre. J'ai fait la synthèse en disant qu'il y avait des difficultés qui étaient derrière nous et qu'il y en avait encore quelques-unes qui étaient devant nous et auxquelles il faut s'attaquer très courageusement. Alors, Jean-Pierre Chevènement, il a dit une seconde chose qui a frappé, c'est que la gauche, dans son ensemble, n'était pas parvenue à dissiper le sentiment de la précarité, c'est son mot, du pouvoir. Vous vous sentez précaire au pouvoir? Bien qu'elle ait la durée devant elle par les institutions. Oui, vous savez, c'est pas dans ma nature de me sentir en situation précaire. Je sais. Plutôt tendance à considérer que nous avons la durée pour nous. Oui. Le président de la République a été élu pour 7 ans. Il a encore 5 ans devant lui. Et il fera, croyez-moi, beaucoup de choses dans ces 5 ans. Je connais sa volonté, je connais sa persévérance, et je sais aussi comment il sait maîtriser le temps. Quant à l'Assemblée nationale, il y a encore 3 ans. Dans ces 3 ans, nous allons redresser l'économie. J'en ai la conviction. Voyez-vous, ce que je reproche un peu au papier que l'on voit ici ou là, c'est d'insinuer une sorte de doute. Or, moi, je ne doute pas dans la capacité de notre pays, je ne doute pas dans la capacité des Français à surmonter la crise actuelle. Encore faut-il qu'ils aient conscience des difficultés. Et le problème du commerce extérieur, c'est une vraie difficulté. En effet, vous le savez comme moi, l'année dernière, nous avons fait 93 milliards de déficit du commerce extérieur. C'est un déficit important. Qui signifie quoi, si vous le permettez, que l'on ne vend pas assez à l'étranger et qu'on achète trop. Alors, le bon sens nous le dit. Il faut vendre davantage et il faut acheter un peu moins. Vendre davantage, quand l'économie mondiale est en crise, ce n'est pas très facile. Acheter un peu moins, c'est ce que je recommanderais aux Français, sans protectionnisme, sans cordon sanitaire. Voulez-vous que je vous donne un exemple? L'année dernière, un Français sur 3 a acheté une voiture étrangère. Je répète que c'est le droit des Français d'acheter une voiture étrangère. Mais si la moitié des Français qui ont acheté une voiture étrangère avaient acheté une voiture française, on aurait fait 25 milliards d'économies en ce qui concerne la balance de notre commerce extérieur. Moi, je dis aux Françaises et aux Français, ça vaut le coup tout de même d'agir dans cette direction. Bon, alors, sur ce point précis du commerce extérieur,
la France a un déficit important. Elle vient à nouveau de souscrire à un emprunt important, puisque c'est l'équivalent en gros de 4 milliards de dollars. Elle continue à avoir des prix qui augmentent, en gros encore, 3 fois plus vite que ceux de ses principaux concurrents. Est-ce qu'il y a moyen de réduire effectivement, comme c'est votre objectif, le déficit du commerce extérieur en évitant, avant la fin de l'année, soit une 4e dévaluation, soit, et on dit que vous y êtes favorable, la sortie du système monétaire européen, qui en fait commencera naturellement par une dévaluation de fait. Je dis ça parce que tout le monde n'est pas technicien. On dit tant de choses qu'il ne faut pas croire tout ce que l'on dit. C'est vrai que je n'ai pas la religion du système monétaire européen, mais permettez-moi de vous dire que cette question est derrière nous. Le gouvernement a choisi de rester dans le système monétaire européen et je suis totalement solidaire du gouvernement. Oui, donc pour vous, parce que ma question était plus précise que ça, c'était jusqu'à la fin de l'année. Autrement dit, dans votre esprit, au 31 décembre de cette année, la France appartiendra toujours au système monétaire européen. Mais je le souhaite. Je dirais même que je ferai tout pour qu'il en soit ainsi. Car si aucun problème se pose en matière d'ajustement monétaire, cela voudra dire que nous aurons réussi. Et vous avez posé une vraie question. Il ne faut pas que la France voie un écart trop important entre ses prix et ceux de ses voisins. C'est pourquoi le gouvernement a proposé aux Français de gagner ensemble la bataille de l'inflation en faisant en sorte que les prix n'augmentent pas de plus de 8% cette année, je dis bien 8%, et pas plus de 5% l'année prochaine. Cela signifie naturellement une volonté collective. Cela signifie un effort de discipline en matière d'évolution des prix et en matière d'évolution des revenus. C'est pourquoi nous demandons aux Françaises et aux Français de prendre conscience de l'enjeu. Car si nos prix continuaient à augmenter d'une manière importante, que se passerait-il? Nous serions en situation difficile sur le plan de la compétition internationale, nous rencontrerions des difficultés monétaires et finalement la France s'endetterait, ce qui serait grave. Et il ne faut pas qu'elle s'endette. Aujourd'hui, l'endettement est parfaitement supportable. Au-delà, ça présenterait des risques. Et nous risquerions de perdre notre indépendance économique. C'est pourquoi la bataille d'aujourd'hui, nous avons dit, vous savez que nous sommes dans une sorte de guerre économique, c'est une bataille qui intéresse toutes les Français, toutes les Françaises et tous les Français. Mais la dernière question que je voulais vous poser, qui était exactement dans la ligne de ça, vous vous adressez aux Français, comme vous venez de le faire. Comment est-ce qu'ils peuvent être eux-mêmes, les Français normaux, je veux dire, les citoyens, sincèrement convaincus à partir du moment où vos propres amis dans la politique et le métier, qui sont ceux de votre parti, alors le leader officiel du parti dit qu'il ne faut pas se sentir persécuté par un complexe d'échec, le président du groupe à l'Assemblée et le président de la Commission des Finances disent que cette politique économique, elle est quand même bien critiquable, M. Popren dit qu'il y a l'affrontement des classes, enfin je veux dire, il y a une cacophonie de vos propres amis. Monsieur Duhamel, j'exagère pas, hein. Le Parti socialiste rassemble des femmes et des hommes de tempéraments différents, des sensibilités, comme l'on dit, diverses. Et je trouve naturel que les socialistes discutent. Mais ça ne vous gêne pas, là, en ce moment? Je n'ai pas à me mêler, en tant que membre du gouvernement, de ces discussions. Et ce qui ne serait pas sain, c'est que les ministres s'en mêlent. Il peut y avoir, en effet, au gouvernement, qu'une seule ligne politique. Celle-ci a été fixée par le président de la République. Elle est aujourd'hui développée sous l'autorité du Premier ministre. Et vous gêne pas. Mais en ce qui concerne les socialistes, permettez-moi d'ajouter quelque chose. C'est que la discussion chez les socialistes a fait la richesse de notre parti. Et si j'ai un conseil aujourd'hui à donner à mes camarades socialistes, c'est qu'ils discutent, mais qu'ils sachent à nouveau se rassembler lors du prochain congrès. Et je suis convaincu que Lionel Jospin, aujourd'hui, comme François Mitterrand hier, saura fédérer les socialistes. Deuxième conseil, si vous le permettez, puisque j'ai l'occasion de dire mon attachement au Parti socialiste, je crois que le Parti socialiste peut nous aider aujourd'hui à découvrir l'avenir. Nous connaissons une crise économique, dont j'ai déjà parlé, il y a aussi une crise culturelle, il y a des rapports nouveaux entre l'homme et l'État, entre l'homme et l'entreprise, il y a notamment, tenez, à donner
toute leur place aux femmes dans notre société, nous avons sur ce terrain-là beaucoup de choses à faire encore ensemble. Et je souhaiterais que les socialistes nous aident à découvrir l'horizon 1990. Vous voudriez moins de critiques et plus d'idées. Alain Duhamel, ne relancez pas la discussion. On est déjà dépassé les 7 minutes. Philippe Vasseur. Et alors, on va voir si vous avez été compris par les Français. SVP, est-ce qu'il y a des réactions oui, questions énormément de réactions. Je dois dire que nous avons énormément de questions et que nous avons énormément de questions qui portent sur 2 thèmes. Visiblement, les gens n'ont rien compris au problème des pré-retraites. Et vous posez énormément de questions là-dessus. Et les gens vous posent énormément de questions sur le forfait hospitalier. Et peut-être puis-je vous poser cette question qui résume toutes les autres. Quelles conditions faut-il remplir pour ne pas payer le forfait hospitalier de 20 francs Monsieur le ministre, vous répondez? Je voudrais d'abord faire une remarque tout de même, n'est-ce pas? Je suis profondément attaché à la sécurité sociale et j'ai observé que 85% des Français considèrent qu'il s'agit d'une grande conquête sociale. Et je suis obligé d'assurer l'équilibre des comptes de la sécurité sociale. Car si nous laissions se creuser un déficit dans les comptes de la sécurité sociale, c'est l'institution elle-même qui se trouverait compromise. Or, il y a des dépenses et il y a des recettes. J'ai refusé, l'an passé, d'augmenter les cotisations sociales à la charge des entreprises et à la charge des salariés pour financer la sécurité sociale. Il m'a donc fallu rechercher un certain nombre d'économies dans la gestion. De grandes réformes sont en cours. Je pense notamment à la maîtrise de la dépense hospitalière. Et puis, comme nous sommes de ceux qui pensons que la médecine est actuellement en train de connaître une évolution, un tournant, et que les soins à domicile sont aujourd'hui possibles, et les soins à domicile sont possibles pour des maladies importantes. Je pense par exemple aux dialyses rénales. On peut soigner à domicile un cancer grave par la chimiothérapie. Eh bien, nous avons voulu établir une sorte d'égalité entre le malade qui est hospitalisé et le malade qui a choisi de se faire soigner à domicile. Cela dit, il y a et qui assume beaucoup, ses frais de qui assume ses frais. Il y a beaucoup d'exemptions, notamment pour la maternité, pour les accidentés du travail, pour les personnes handicapées, pour les anciens combattants. Toutes ces catégories sont exemptées du forfait journalier. Et celles et ceux qui ne peuvent pas payer le forfait journalier ont parfaitement la possibilité de s'adresser à l'aide sociale. Nous avons demandé 20 francs par jour, ce qui n'est pas considérable, à celles et à ceux qui le peuvent, et je le répète, avec l'idée d'établir une justice entre ceux que l'on soigne à domicile et ceux qui sont soignés à l'hôpital. Philippe Arroy, vous vouliez intervenir? Les gens, visiblement, nous posent beaucoup de questions à propos des handicapés physiques et nous demandent pourquoi le forfait hospitalier s'applique-t-il aux enfants handicapés physiques. Et puis on nous dit aussi, est-ce que les 20 francs de contribution hospitalière sont justifiés pour tout le monde sans tenir compte des salaires? Les 20 francs sont justifiés pour toutes les catégories dont j'ai parlé. Enfin, obligatoirement, ils sont justifiés pour toutes celles qui ne sont pas dans les catégories dont j'ai parlé. Bien, pour le reste, j'observe que, par exemple, les personnes âgées, les personnes qui sont démunies de ressources, ne paieront pas ces 20 francs. L'aide sociale est là pour y suppléer. En ce qui concerne les enfants, les handicapés, ils ne doivent pas payer les 20 francs. Alors, on me dit qu'il peut y avoir des cas dans des centres de rééducation où le problème se poserait. Je donnerai des instructions pour que le problème ne se pose plus. D'accord, donc on vous signalera ces cas. Philippe Vasseur. Oui, M. Bérégovoy, je viens de vous entendre, en répondant à une question des téléspectateurs, dire que vous attachez beaucoup d'importance à l'équilibre de la sécurité sociale. C'est très bien, c'est un principe qui me paraît très très sain. Mais il n'y a pas qu'en matière de sécurité sociale que vous avez des problèmes d'argent. Il y a aussi des déficits dans l'assurance chômage, il y a le problème des retraites, on en a parlé tout à l'heure. Alors comment allez-vous faire pour régler tous ces problèmes, pour essayer de parvenir à l'équilibre? Il y a deux solutions. Ou vous taillez dans les dépenses, c'est-à-dire que vous diminuez les prestations, ou vous augmentez les recettes. À ce moment-là, comment? Par les cotisations, on a déjà donné. Par l'impôt sur le revenu, on a déjà donné, ou plutôt on va encore donner, ou alors par un autre moyen, par exemple une augmentation de la TVA. Je sais que vous y pensez un peu. Ramenons les choses à leur proportion, si vous le voulez bien, et je vais d'abord parler de la sécurité sociale. C'est vrai que nous avons eu un déficit de 6 milliards de francs en 1981, un déficit du même ordre en 1982, et qu'en 1983, de l'ordre de 4 à 5 milliards, selon les prévisions. Je vous ferai remarquer que le budget de la sécurité sociale
est de l'ordre de 550 milliards. Il y a la branche maladie, la branche famille et la branche vieillesse. Ça veut dire que notre déficit annuel ne dépasse pas 1%. Non, mais je parle des déficits cumulés, c'est-à-dire de ceux de toutes les affaires sociales. Je fais tout de même remarquer que 1%, ce n'est pas considérable, mais il est en effet inacceptable de considérer que le déficit pourrait perdurer d'année en année. Alors, je l'ai dit et je vais le répéter, il n'y a pas 36 solutions. Ou bien on augmente les recettes, donc les cotisations, ou bien on essaie de maîtriser les dépenses. Et c'est ce que nous essayons de faire. Et permettez-moi de vous dire que nous avons réalisé des économies importantes, ne serait-ce qu'en faisant prendre conscience aux Français de l'importance des enjeux. J'ai constaté, par exemple, que du 1er avril 1982 au 31 mars 1983, les dépenses de l'assurance maladie sont en déclin d'une manière intéressante. Et sur les 3 premiers mois de l'année, nous atteindrons nos objectifs. Il faut que chacun prenne conscience qu'il est responsable de la dépense. Les professions médicales doivent en prendre conscience. Et les assurés aussi, les gestionnaires des hôpitaux, naturellement également. Alors, il y a des Donc économies... Vous excluez pratiquement toute augmentation de quoi que ce soit. Il y a des économies que l'on peut faire, et il en est d'autres que l'on ne peut pas faire. Je ne réaliserai pas d'économies qui mettent en péril la protection sociale et le droit à la santé des Français. Parce que je considère que ce droit doit être garanti. C'est vrai qu'il y a des investissements à faire, il y a des problèmes qui se posent, et il faut les assumer. Alors, quelles sont les recettes possibles? Eh bien, vous remarquerez que l'an dernier, j'ai fait appel à une cotisation sur le tabac et sur l'alcool. Voilà une première disposition, une forme de fiscalisation. Pourquoi? Parce que je parle des recettes futures. Je crois que les recettes actuelles, on les connaît bien. On les connaît bien, mais je voudrais tout de même les expliquer, simplement pour vous faire connaître, et faire connaître aussi aux Françaises et aux Français la démarche qui est la mienne. J'observe par exemple que l'abus du tabac, la consommation immodérée du tabac et de l'alcool, coûte par an à la sécurité sociale de 25 à 30 milliards de francs. À la collectivité tout entière, on a estimé cela à plus de 100 milliards de francs. Et donc, poser le problème, ça n'a pas été accepté avec plaisir par tout le monde, mais il faut bien que chacun prenne conscience dans le domaine de la protection sociale et de la santé qu'il y a un effort à faire. Alors vous dites le financement. Eh bien, cette année, nous avons effectivement une recette assise sur le revenu, 1% à la place d'une augmentation de la cotisation sociale. Pourquoi ce 1% sur le revenu de préférence à la cotisation sociale? Parce que la cotisation sociale est payée par les seuls salariés ou par ceux qui touchent un revenu professionnel. Et nous considérons que c'est injuste, alors que ce 1% assis sur l'ensemble des revenus professionnels et du capital est plus juste. Il y a donc des moments où l'on peut faire appel à la fiscalité. Doit-on faire appel à la TVA? Doit-on faire appel à une autre solution qui consisterait à modifier l'assiette et à faire intervenir dans l'assiette, je m'excuse, c'est un peu technique, d'une part les salaires et d'autre part la valeur ajoutée de l'entreprise. Nous réfléchissons à des sources de financement qui corrigent ce qu'a actuellement d'injuste la cotisation sociale assise exclusivement sur le salaire. Ce pas des solutions vraiment nouvelles. Ça fait des années qu'on entend réfléchir à ce type de solutions. Oui, mais j'ai la volonté de les faire aboutir, monsieur de Virieu, et je voudrais ajouter d'ailleurs que s'il y avait eu une cotisation sociale assise sur les salaires, tous les salariés, y compris ceux qui sont payés au SMIC, qui gagnent 3 500 ou 4 000 francs, l'auraient payé. Alors qu'avec le 1%, sont exonérés tous ceux qui ne paient pas d'impôts. Donc, par conséquent, les personnes qui sont payées au SMIC. Que nous avons tenu compte aussi des charges familiales. La TVA, tout le monde la paierait. Des charges familiales. Je reste sur le 1%, si vous le voulez bien. Ce qui veut dire qu'il y a un foyer sur 3, un foyer fiscal sur 3, qui ne paiera pas le 1% sur le revenu. Autrement dit, chaque fois que nous avons aujourd'hui à choisir une mesure, n'est-ce pas, nous essayons de faire en sorte qu'elle soit juste et qu'elle soit équitable. J'ai déjà dit, monsieur Vasseur, qu'on ne peut pas distribuer plus que ce que l'on a. Je suis partisan d'une bonne gestion, et je le répète, et je demande aux Françaises et aux Français, aux assurés sociaux, de m'aider à assurer une bonne gestion. Mais on peut mieux répartir ce que l'on a. Et chaque fois que j'ai une décision à proposer au gouvernement
et au Premier ministre, M. Pierre Mauroy, je propose une décision inspirée du principe suivant: demander moins à celui qui n'a pas beaucoup, même mieux, apporter un peu plus à celui qui n'a pas beaucoup et demander un peu plus à celui qui se trouve au haut de l'échelle des revenus et des patrimoines. C'est ainsi que la solidarité aujourd'hui doit être pratiquée. M. Bérégovoy, il y a 2 ans que vous êtes au pouvoir. En 2 ans, il y a eu près de 400 000 chômeurs de plus, mais je reconnais, c'est vrai, que le chômage s'est stabilisé grâce à ce que M. Mauroy appelle un traitement social du chômage. J'ai l'impression que les mesures qui ont été prises ne pourront pas être renouvelées éternellement. Par exemple, on sait que le plan de rigueur risque d'aggraver le chômage, c'est M. Delors qui le dit. On sait aussi que le secteur public, maintenant, ne peut plus embaucher. Il débauche, même on supprime des emplois dans le secteur public, à la SNCF, chez Péchinet, chez Saint-Gobain, pour prendre les derniers exemples. Il ne débauche pas, M. Vazela. Il supprime des emplois, pardon. Il supprime des emplois. On embauchera un peu moins. Non, il supprime des emplois. 1500 emplois en moins à la SNCF, c'est pas moi qui le dis, c'est M. Fitterman. Donc là-dessus... je tiens à mes sources... Êtes-vous d'accord avec moi pour dire qu'on ne débauche pas? J'ai dit supprimer des emplois, j'ai rectifié. Alors, on supprime des emplois dans le secteur public. Combien de chômeurs y aura-t-il à la fin de l'année? C'est une question importante et qui soucie le ministre des Affaires sociales, soyez-en certains. En effet, pour assurer l'équilibre du commerce extérieur, il nous faut réduire les importations. J'ai dit tout à l'heure que l'on pouvait faire appel au génie des Français, à leur aide pour essayer de régler ce problème. Mais comme nous avons décidé de réduire la demande, qui aura un effet donc mécanique sur les importations, ça peut avoir aussi un effet sur la production, et comme l'a dit mon collègue Jacques Delors, ça peut augmenter d'environ 60 000, 80 000 personnes le nombre des chômeurs. Et c'est ici qu'il faut faire preuve d'imagination. En effet, lorsque nous parlons des problèmes de l'emploi et du travail, nous raisonnons toujours en termes de macroéconomie, employons un mot plus simple, de grands équilibres économiques et financiers. Moi, je crois qu'il faut raisonner, disons, à la base, sur le terrain. Dans les régions, par exemple, on peut sans doute prendre des initiatives et créer des emplois. Autre exemple, sur lequel on pourrait faire un effort, les économies d'énergie. Le gouvernement a décidé l'an passé un crédit de 2 milliards de francs pour les économies d'énergie. Ce crédit de 2 milliards de francs a entraîné 6 milliards de travaux. Cela veut dire par conséquent que ces 6 milliards de travaux ont permis de mieux isoler les appartements, d'installer des appareils, de faire des économies d'énergie, ce qui est intéressant pour notre balance commerciale. Vous pensez que des mesures comme celle-là et d'autres, laissez-moi dire le résultat positif, c'est que ça a créé 60 000 à 70 000 emplois. Il m'est arrivé de parler de croissance sociale. La croissance sociale, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il nous faut relancer l'activité, naturellement, en tenant compte des contraintes internationales, ce qui n'est pas très facile, mais en essayant d'avoir une activité en France qui fasse moins appel aux importations. Alors, voilà l'exemple. Économie d'énergie, on a économisé, je crois pouvoir vous dire, 1% d'énergie importée grâce à ces 2 milliards. Mais on peut faire encore plus. Non, mais combien de chômeurs à la fin de l'année, M. Bérégovoy? Je vous ai dit qu'on pouvait craindre. Qui préoccupe tout le monde. Mais je le comprends bien. Je vous dis qu'elle me préoccupe aussi. Je vous ai dit, il y a un risque mécanique de 60 000 à 80 000 chômeurs. Je répète ce qu'a dit mon ami Jacques Delors. Et vous savez, il est comme moi. Il regarde les effets mécaniques du plan, et puis il essaie de trouver, comme moi, des solutions. Je vous en ai donné une, mais il y en a beaucoup d'autres. Par exemple, la réduction du temps de travail. Vous avez fait un bilan de la réduction du temps de travail. Est-ce que vous savez combien d'emplois ça a permis de créer, combien ça a coûté? La réduction du temps de travail a permis de créer, vous parlez des 39 heures. Oui, des 39 heures et puis de la 5e semaine. Les estimations, si vous voulez, sont variables, entre 50 000 et 70 000 emplois. Mais ça a coûté combien aux entreprises? Ça aboutit aussi de l'ordre de, les 39 heures qui ne se répercutent pas, de l'ordre de 8 milliards, je crois, mais ce sont des chiffres, si vous voulez, qui méritent vérification. Ça fait cher à l'emploi créé quand même. Hein. Non, mais parce que vous ne voyez que les emplois créés. Permettez-moi de vous dire aussi le nombre d'emplois que cela a évité de supprimer, car c'est cela une question très importante. Et vous allez aller plus loin, comme la CFDT le demande, vous allez encore diminuer la durée du travail? Nous n'allons pas diminuer la durée du travail par la voie légale. Nous entendons en effet nous tenir à la semaine de 39 heures telle qu'elle est inscrite aujourd'hui dans la loi.
Par contre, nous allons encourager, et je crois au dialogue social, les entreprises et les syndicats à discuter et à voir sur le terrain ce que l'on peut faire. Nous avons déjà, nous, un contrat de solidarité réduction de travail qui peut être utilisé, mais nous avons aussi d'autres possibilités. Vous savez, aujourd'hui, quel est le problème pour la réduction de la durée du temps de travail? C'est qu'il y a des salariés qui se disent « nous, on voudrait bien travailler 1 heure de moins, mais on ne voudrait pas gagner moins ». Pour ceux qui sont, vous savez, à 4 000 ou à 5 000 francs de revenus mensuels, je les comprends parfaitement. Alors, les entreprises disent « oui, mais on ne peut pas réduire le temps de travail, car sinon nous allons alourdir nos charges ». Bien, discutons, voyons ce qui est possible de faire. Par exemple, peut-on travailler le samedi? Autrement dit, je crois qu'une des solutions pour aboutir à la réduction de la durée du temps de travail, c'est de faire travailler moins les hommes et davantage les machines. C'est vrai pour la période que nous connaissons actuellement, mais permettez-moi de vous dire que ce sera vrai, surtout dans le futur, quand on voit les progrès de l'informatique, les progrès de la robotique. Eh bien, on se dit que le problème de la réduction du temps de travail, il est devant nous, et qu'il faut l'aborder avec lucidité. Et il faut faire confiance à ceux qui sont sur le terrain, les chefs d'entreprise comme les syndicats. Moi, je suis partisan du dialogue social, car je crois à l'efficacité du dialogue. Permettez-moi de vous dire que lorsqu'il m'a fallu régler le problème de la retraite à 60 ans, eh bien, j'ai rencontré les représentants syndicaux, et ensuite je les ai réunis, et je me suis aperçu que lorsque l'on discute les uns face aux autres, qu'on a une volonté d'aboutir, on trouve toujours la bonne solution. Je recommande donc aux représentants du CNPF, aux représentants des syndicats de discuter, branche par branche si c'est possible, entreprise par entreprise. C'est le bon chemin pour aboutir à une réduction de la durée du travail qui, effectivement, maintienne, car j'y tiens beaucoup, la compétitivité de nos entreprises. Mais alors précisément, quand les partenaires sociaux discutent, ils disent que le gouvernement ne joue pas le jeu. Vous avez vu ce qu'a dit M. Chotard dans une interview hier ou avant-hier au matin. Il disait, par exemple, sur la loi Rigout, la fameuse loi sur la formation professionnelle, on s'était mis d'accord avec les syndicats, on avait signé quelque chose, et puis le gouvernement a décidé d'en rajouter. Et là, on n'est plus d'accord, c'est un casus belli, il n'y a plus de négociation possible, il n'y a plus de politique contractuelle. C'est un fait précis, concret. M. Chotard a élevé le ton. Quand il dit qu'il n'y a plus de politique contractuelle, j'entends aussi dire par d'autres qu'on a du mal aujourd'hui à rencontrer les patrons pour discuter réduction de la durée du travail ou tel problème. Là, vous les voyez la semaine prochaine? Oui, je parlerai avec eux, vous savez, avec intérêt et avec la volonté de trouver des solutions. Que dit la loi Rigout sur la formation professionnelle? D'abord, le Parlement va en être saisi, et il y a toujours des possibilités d'amendement. Il dit qu'on prend en compte l'accord interprofessionnel de novembre 1982, et on y ajoute simplement l'obligation de négocier pour adapter la formation professionnelle d'année en année. Il y a un autre point également. Non, mais il y a un autre point. Mais c'est le point le plus important. Il y a celui-là, il y en a un autre. Mais quand les partenaires sociaux se mettent d'accord, pourquoi le gouvernement en rajoute-t-il? Est-ce que ce n'est pas contraire à l'esprit de la politique contractuelle? Parce que la formation professionnelle, c'est une grande affaire. La formation professionnelle, la formation permanente, permettez-moi de vous dire, la formation tout court, c'est une grande affaire. Et je crois qu'il est bon que le gouvernement fixe une orientation. Je voudrais, à cet égard, vous donner un exemple. J'étais à Nevers en novembre dernier et je rencontrais les responsables d'une entreprise, des aciéries d'Infi. Et ils me faisaient part de leurs difficultés, car l'acier, il y a quelques difficultés que vous savez, et ils me disaient surtout, nous sommes confrontés à une grande interrogation. Nous aurons besoin, dans les 5 ans qui viennent, de salariés qui auront le niveau du bac et qui auront des connaissances dans le domaine informatique, car il faudra intégrer les données de l'informatique pour faire marcher les aciéries de l'horizon 85-90. Je crois là un vrai problème. Et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé à Alain Savary de nous aider à installer des micro-ordinateurs dans les écoles de la Nièvre. Et j'ai vu avec quel intérêt les jeunes enfants et les adolescents se saisissaient du micro-ordinateur, comment ils en comprenaient le langage, comment ils étaient capables finalement de maîtriser cet instrument, ce qui me serait sans doute à moi un peu plus difficile, sans un apprentissage sans doute plus long. Eh bien, je veux dire que le gouvernement ne peut pas être indifférent, ni à la formation des jeunes, ni à la formation professionnelle. Car dans le monde où nous sommes, la mobilité professionnelle est devenue un fait considérable.
Il y a 30 ou 40 ans, lorsqu'un ouvrier ou un employé entrait dans la vie active, il avait toute chance de faire pendant les 40 années de sa vie active le même travail. Aujourd'hui, il va être obligé de changer 2 ou 3 fois d'activité parce que le progrès technique va vite. Il faut donc par conséquent que le gouvernement crée les conditions d'une adaptation permanente de l'homme à son travail et au travail de l'avenir. C'est ce que signifie la loi sur la formation professionnelle. M. Bérégovoy, vous avez parlé tout à l'heure avec Alain Duhamel des manifestations qui avaient lieu dans la rue et de la nécessité de faire respecter l'ordre républicain, ce qui est tout à fait logique, de faire intervenir les CRS. Alors, il y a quand même une question qui a été posée par un certain nombre de gens qui a été mal prise. Faire intervenir les CRS dans la rue, d'accord, quand l'ordre est menacé. Mais pourquoi le gouvernement ne fait-il pas respecter le droit du travail dans un certain nombre de conflits? Pourquoi des décisions de justice ne sont-elles pas appliquées quand il y a des occupations illégales d'usines? Pourquoi des minorités parviennent-elles parfois à empêcher d'autres personnes de travailler? Pourquoi y a-t-il 2 poids 2 mesures? Je ne crois pas. Pourquoi luttez-vous contre les violences dans la rue et pas contre les violences à l'usine? C'est une bonne question, Philippe Vasseur. Monsieur le ministre. Oui, mais je ne crois pas que l'on puisse dire cela, Monsieur Vasseur. Le gouvernement respecte le droit de grève et entend faire respecter le droit au travail. Chaque fois qu'il y a eu des occupations d'usines qui interdisaient l'exercice du travail pour ceux qui ne voulaient pas faire grève, le gouvernement a pris les dispositions qu'il fallait. Plusieurs exemples dans la région parisienne sont là pour en témoigner. De même que nous avons condamné avec force tout ce qui était séquestration de cadres ou de chefs d'entreprise, et la force publique a joué. Elle a joué avec modération. Il faut parfois comprendre la colère de certains salariés, mais l'ordre a été garanti, et j'entends bien, puisque j'ai la responsabilité du travail, faire en sorte, en effet, que les principes qui fondent l'exercice du droit de grève et le droit au travail soient garantis en toutes circonstances. C'est une vision optimiste des choses. Je vous donnerai, si vous le voulez, pas ici, mais de nombreux exemples où, dans un certain nombre de cas, les violences n'ont pas été condamnées. J'entends toujours parler de cela. Non, mais je vous donnerai des exemples, si vous le voulez. Ça s'est passé dans plusieurs régions de France, y compris dans la région parisienne, et notamment dans l'industrie automobile, c'est vrai. Mon prédécesseur, Jean Roux, s'est exprimé là-dessus avec une très grande fermeté. Et qu'en ce qui me concerne, il en sera de même. Je suis pour le respect intransigeant du droit de grève. Et je voudrais bien que les entreprises, les chefs d'entreprise, engagent en temps utile le dialogue avec les organisations syndicales pour éviter tous les débordements. Mais je pense que le droit au travail doit être respecté et je me porte garant de son respect. Une dernière question, M. Bérégovoy. Est-ce que la rentrée sociale sera calme? Je l'espère. C'est de la qualité. Vous le croyez? Écoutez, je l'espère. Et si je l'espère, je le crois. C'est de la qualité du dialogue social, de ce que nous serons capables de nouer à l'intérieur de l'entreprise, entre les syndicats et les organisations patronales, les chefs d'entreprise, que nous pourrons avoir la chance de garantir un climat social détendu. J'observe qu'actuellement, le climat social est bon. Cela veut dire que la classe ouvrière fait preuve d'un esprit de responsabilité, et il y a moins de jours de grève en ce moment qu'il y en a eu en 1976 ou 1977. Mais plus je parle des comparaisons en 1980 qu'en 80 et 81. Il peut arriver qu'ici ou là, notamment à cause des tensions sur l'emploi, il y ait des grèves. Je m'efforce de trouver, avec Laurent Fabius, ministre de l'Industrie, les chemins de la concertation. Mais ce que je veux surtout vous dire à cet égard, c'est que le dialogue social, c'est l'essentiel dans les circonstances où nous sommes. N'est-ce pas? Lorsque nous avons reconnu, par les lois Auroux, de nouveaux droits d'expression aux travailleurs, lorsque nous avons reconnu de nouvelles responsabilités aux organisations syndicales, c'est pour faire en sorte que le travailleur ne soit plus étranger dans son entreprise. Je sais bien que beaucoup de chefs d'entreprise discutaient déjà avec leurs salariés. D'autres avaient un peu trop longtemps attendu. Et c'est de ce dialogue, de cette négociation que j'attends beaucoup. Vous savez, il ne faut pas que le travailleur soit étranger aux conditions de travail. Quand je suis entré dans la vie active, on l'a dit tout à l'heure, j'étais au chemin de fer. J'accomplissais des tâches subalternes. Mais le travail, pour moi, c'était un moyen de libération.
c'était un moyen de promotion sociale. Aujourd'hui, il nous faut parfois réconcilier le jeune avec le travail. Pourquoi? Parce qu'il y a des tâches répétitives, parce qu'on ne comprend pas toujours la signification du travail, parce qu'on se trouve à un poste, on ne sait pas ce qui se passe en amont, et on ne sait pas ce qui se passe en aval. Eh bien, à partir du moment où les travailleurs, et quand je dis travailleurs, cela concerne ouvriers, employés et cadres, car aussi souvent les cadres ne sont pas beaucoup plus responsables de leur travail que des ouvriers et employés, parce qu'eux aussi sont un rouage dans la machine économique. Eh bien, quand on aura permis à l'ensemble des travailleurs de dire leur mot sur les conditions de travail, de participer, on aura un climat social de qualité et on aura des entreprises avec une efficacité économique accrue. C'est en tout cas dans cette direction qu'il faut aller. Bon, alors Albert Duroy va venir s'installer. Pendant ce temps-là, une question peut-être de SVP. Oui, les téléspectateurs suivent bien. Il vous a entendu dire, monsieur Bérégovoy, qu'il fallait acheter français, et il vous a entendu parler des manifestations dans la rue. Et les téléspectateurs ont remarqué que les services de police sont équipés de voitures étrangères et de motos étrangères, japonaises et allemandes. Alors, est-ce que le gouvernement ne doit pas donner l'exemple? On nous fait remarquer aussi que Air France achète des Boeing alors que des Airbus restent dans les hangars. Donc, est-ce que le gouvernement ne donne pas l'exemple? Et on nous demande également, monsieur Bérégovoy, si vous ressentez personnellement une baisse du pouvoir d'achat au niveau de votre salaire personnel. Ah, ça, c'est une question à laquelle monsieur Mauroy n'avait pas répondu. La dernière partie. Je vais répondre à ces questions. En ce qui concerne les voitures et les motos, elles ont dû être commandées avant que nous arrivions au pouvoir, mais de toute façon, j'en parlerai à Gaston Defferre. Mais je voudrais dire d'ailleurs à cet égard qu'il ne s'agit pas, n'est-ce pas, que la France produise tout ce dont elle a besoin et que nous fermions nos frontières aux produits étrangers. Il ne s'agit pas de cela du tout. Il s'agit simplement de prendre conscience de l'enjeu. Et comme le président de la République l'avait dit, à qualité égale, chaque fois qu'on le peut, préférer un produit français. Autre formule, si vous voulez, un peu plus simple. Moi, je dis avec toute la force de ma conviction, mieux vaut acheter un produit français que d'avoir un chômeur de plus. Et ça parle. C'est ainsi qu'il faut raisonner. En ce qui concerne mon traitement, il faudrait que je retrouve cela. Je crois avoir pris cette note. Je dois vous dire que le salaire des ministres a augmenté de 13% depuis le 1er mai 1981, ce qui veut dire qu'il a augmenté à peu près 2 fois moins que la moyenne des salaires. Et les ministres sont assujettis, comme les autres, aux cotisations. Et s'il faut faire un effort de plus, au nom de la solidarité, je le recommanderai au Conseil des ministres. Et un ministre gagne combien, monsieur le ministre? Eh bien, écoutez, un ministre gagne, tout déduit, entre 28 000 et 29 000 francs. C'est précis. Il y a, je dois dire d'ailleurs, beaucoup de responsables d'entreprises, publiques et privées, qui gagnent beaucoup plus qu'un ministre. C'est pourquoi il faudra qu'un jour, toutes ces choses soient mises sur la table. Quel est, à votre avis, l'éventail idéal de salaire dans un pays comme la France? Je parle salaire, bien entendu, pour parler de ce qui est comparable. Vous savez, votre question est intéressante, mais elle est difficile, car il faut tenir compte de l'impôt. Alors, je sais que, par exemple, pour ce qui me concerne, les 28 000 se ramènent à un peu moins de 20 000 francs une fois que j'ai payé l'impôt mensuel. Enfin, de cet ordre-là, je ne pourrais pas vous le dire exactement. Donc, on ne peut faire de comparaison que impôt déduit. On avait donc parlé d'échelles de revenus entre 1 et 6. C'est 1 à 5. Ce sont des ordres de grandeur qui me paraissent convenables. Après impôt, naturellement. Albert Duroy. Monsieur le ministre, avant d'aborder quelques nouveaux thèmes, je voudrais revenir sur quelques-unes des réponses que vous avez faites et que j'ai entendues, comme tout le monde. D'abord, quand on a opposé devant vous des déclarations optimistes de Pierre Mauroy et des déclarations pessimistes de Jean-Pierre Chevènement, vous avez dit « je suis l'homme de la synthèse ». Alors, je voudrais savoir si c'est une boutade ou si c'est une réalité. Je préfère la synthèse à l'affrontement, mais sans mettre en cause les principes auxquels je crois profondément. S'il m'arrivait un jour d'être en désaccord avec telle décision du gouvernement, je donnerais ma démission. Mais je pense que, aussi bien dans le Parti socialiste, lorsque j'y exerçais des responsabilités, qu'aujourd'hui dans la vie publique, il est bon de rapprocher les points de vue. On n'est jamais tout à fait sûr qu'on a complètement raison.
Quand votre conscience vous le dit, votre conviction profonde, il faut aller jusqu'au bout de son raisonnement. Mais il faut être attentif à ce que disent les autres. Et le ministre de la Solidarité, qui reçoit, vous savez, plus de 1000 lettres par jour, qui rencontre quotidiennement des représentants d'organisations syndicales, de représentants de parents handicapés, par exemple, qui rencontre les médecins, les étudiants en médecine, les internes, je les ai vus beaucoup, cherche souvent plutôt, sa vérité au travers de ce dialogue. Et lorsque je peux dégager de différents points de vue une synthèse, lorsque je peux arriver à un accord, en général, je suis satisfait. Et vous estimez actuellement être bien placé pour rassembler les points de vue, par exemple, au sein du Parti socialiste, entre le Premier ministre et la politique de l'or, disons, et l'aile gauche du Parti socialiste, représentée par M. Chevènement. Je n'ai absolument pas à rapprocher les points de vue du Premier ministre et ceux du Parti socialiste. Je vous ai dit qu'il y avait une ligne politique gouvernementale fixée par le président de la République, appliquée par le gouvernement sous l'autorité de Pierre Mauroy. J'y souscris sans la moindre réserve. En ce qui concerne le Parti socialiste, je me suis déjà expliqué. Le Parti socialiste débat, c'est sa richesse. Il m'arrivera peut-être d'intervenir, de parler à l'un ou à l'autre, mais je n'ai pas à me mêler de cela. N'empêche que, moi j'ai interprété votre réponse sur le Parti socialiste tout à l'heure quand vous avez dit que les socialistes, vous avez donné vos conseils, que les socialistes sachent se rassembler au prochain congrès. Moi j'ai compris, vous souhaitez, vous, militants socialistes, ce qu'on appelle une motion de synthèse, que tout le monde se retrouve sur le même texte. Quand vous avez ajouté derrière, c'était votre troisième conseil, qu'il nous aide à préparer l'an 2000, moi j'ai compris, et qui se préoccupe un peu moins de nous critiquer aujourd'hui. Absolument pas. Absolument pas. J'ai dit que je souhaitais que Lionel Jospin, qui est le premier secrétaire du Parti socialiste, puisse rassembler, fédérer autour de lui les différents courants du Parti socialiste. Et je suis convaincu que Lionel Jospin y réussira. En tout cas, c'est le vœu que je forme. Quant aux socialistes, aujourd'hui, ils jouent un rôle important lorsqu'ils nous alertent sur tel ou tel point de la politique gouvernementale, lorsqu'ils nous disent « Ah, il y a cet aspect des choses qu'il faut prendre en considération ». Lorsque je réfléchis à l'avenir de la sécurité sociale, lorsque j'évoque les problèmes de l'assurance chômage, j'en discute avec les parlementaires socialistes, les parlementaires communistes, les parlementaires de la majorité, et également avec des responsables socialistes. Il est bon de les entendre. Et le Parti socialiste a aussi un rôle de pédagogique. Il a un rôle de rassembleur des socialistes et des Français. Je ne renvoie pas le Parti socialiste à des travaux sur l'an 2000. Je souhaite qu'il aide le gouvernement dans la bataille que celui-ci a engagée, mais je souhaite aussi qu'il anime une réflexion à un peu plus long terme. Personnellement, je suis très préoccupé par le modèle de société que nous avons à inventer. Je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas y revenir. Je crois en effet que le progrès technique nous interpelle. Et voyez-vous, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est les années qui viennent plus que l'immédiat. Là, il s'agit de bander les énergies, et il faut le faire naturellement avec beaucoup de courage, mais les années qui viennent, sur le plan mondial comme sur le plan français, sont assez redoutables, et il faut que nous soyons capables d'imaginer de nouveaux rapports sociaux. Ça concerne notre pays. D'imaginer de nouveaux rapports internationaux. Par exemple, la situation des pays en voie de développement nous interpelle, et le développement de la crise monétaire est aujourd'hui en train de compromettre l'avenir de ces pays. Des milliards d'hommes risquent d'être en difficulté croissante si nous ne mettons pas un peu d'ordre dans le système monétaire mondial. Voilà une question décisive pour l'avenir de l'humanité. Monsieur le ministre, je voudrais faire une toute petite parenthèse dans cette... Qu'est-ce que vous pensez de la phrase de Jean Popren, de ce qu'il a écrit dans le dernier numéro de son journal Synthèse Flash, et qui s'inscrit bien évidemment dans la préparation de ce congrès dont nous avons parlé tout à l'heure, et qui aura lieu en octobre seulement, d'ailleurs on dit toujours à la veille du congrès, c'est en octobre. La phrase de Popren est la suivante: le fil conducteur de la politique aujourd'hui comme hier, c'est l'affrontement des classes. Et il précise que le PS, s'il veut rester au pouvoir, doit effectivement faire la politique qui correspond aux intérêts des gens qui votent pour lui. Que pensez-vous de cette analyse-là ?
Est-ce que vous êtes au pouvoir pour faire la politique du front de classe, enfin de la partie centrale du front de classe qui vous élit, ou une politique qui correspond à un intérêt général, si tant est que ce mot existe à notre époque? Je vous répondrai sur ce point précis. Il faut que l'intérêt général l'emporte toujours sur les intérêts privés. Et aujourd'hui, nous constatons à quel point la somme des intérêts catégoriels s'oppose souvent à ce qui est l'intérêt général de la France et des Françaises et des Français. Mais qu'est-ce que dit finalement Jean Peuprel? Il dit « La lutte des classes a été le moteur de l'histoire » et il constate qu'elle existe encore. Et en effet, il y a des classes sociales antagonistes. Vous remarquerez d'ailleurs qu'un récent sondage rappelle que les Français considèrent qu'ils appartiennent à une classe. Jean Peuprel ne demande pas que l'affrontement de classes devienne explosif. Il faut par conséquent trouver un dialogue entre les classes sociales qui s'opposent. Jean Peuprel a été un des premiers à parler d'un compromis social entre le gouvernement et le patronat pris comme une entité. Je pense qu'il a raison de dire cela. Oui, mais à propos du patronat, il a aussi d'autres propos d'une autre nature. Je parle de ce qu'il a dit. Oui. Et je voudrais dire qu'en ce qui nous concerne, nous, le gouvernement, nous souhaitons, j'ai passé déjà beaucoup de minutes à le dire, nous souhaitons qu'il puisse y avoir entre les organisations syndicales ouvrières et patronales un vrai dialogue et que l'on trouve le chemin des compromis qui sont nécessaires. Et le gouvernement a le souci de rassembler non seulement celles et ceux qui ont voté pour lui, mais celles et ceux des Français qui, aujourd'hui, prenant conscience des enjeux et en dehors de tout esprit partisan, acceptent de jouer les chances de la France. Monsieur Bérégovoy, vous vous présentez comme un homme de dialogue et même un homme de compromis. Vous vantez, vous prétendez assurer le maximum le dialogue, la recherche de compromis. Pourtant, dans ce sondage que vous citez tout à l'heure, ce sondage révélait aussi qu'une bonne majorité de Français considéraient que les Français étaient moins unis depuis mai 81. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, l'homme de dialogue et du compromis? Je ne crois pas que cela soit vrai. J'ai constaté dans ce dernier sondage, il faudra sans doute que nous vérifions, que l'unité... Il faut peut-être dire de quel sondage vous parlez. Sondage Sofres l'expansion. Oui, mais que l'unité des Françaises était plus forte sous François Mitterrand que sous M. Giscard d'Estaing, que l'aptitude de François Mitterrand à rassembler les Français était plus grande que celle de M. Giscard d'Estaing. Mais le constat global, c'était que les Français étaient moins unis. Eh bien, ça veut dire qu'il nous reste du travail à faire pour rassembler les Français. Et le langage que je tiens est celui-là. Vous savez, je voudrais tout de même dire 2 ou 3 choses à cet égard. Quand l'opposition critique avec sans retenue le gouvernement, quand M. Labbé demande la démission de François Mitterrand, en oubliant que les institutions, ça existe, et en oubliant que les institutions doivent être respectées, il concourt à la division des Français. Il se retrouve un peu isolé, hein, soyons sérieux. Oui, je ne méconnais pas que M. Chirac le désavoue. Oui. Alors là, je peux m'interroger. Mme Simone Veil, enfin... Non, parlons d'abord de M. Chirac. Ou bien M. Labbé et M. Chirac se partagent les rôles, ou bien ils sont en contradiction sur un point important, et il sera intéressant que nous connaissions la vérité. Madame Veil, par contre, effectivement, qui ne ménage pas ses critiques à l'égard de la politique gouvernementale, encore qu'elle m'ait épargné en quelques circonstances, car elle a été là où je suis, elle connaît les difficultés de l'entreprise. Elle disait à peu près la même chose que vous. Elle dit par conséquent qu'il ne faut pas remettre en cause le processus démocratique normal. Ceux qui tiennent ce langage de guerre civile, qui appellent au soutien des manifestations les plus violentes, concourent à la division des Français. Nous ne les suivrons pas sur ce terrain. Justement, interrogé sur les manifestations tout à l'heure, on vous demandait, Alain Duhamel vous demandait, est-ce que l'extrême droite ou l'opposition sont derrière? Vous avez répondu, pour les étudiants, je pense que c'est l'extrême droite. Alors pour les autres, les médecins par exemple, l'opposition y a joué un rôle actif? L'opposition a appelé en effet au soutien de la grève des internes et chefs de clinique et à la grève des étudiants. Il faut dire qu'après tout, elle est sans doute, considère-t-elle, dans son rôle d'opposition. Mais quand on est confronté à un problème comme celui de la santé, on n'a pas le droit de jouer avec le feu, voyez-vous. Je voudrais m'attarder un instant sur ce point, si vous le permettez.
Les difficultés que nous avons rencontrées dans la médecine, dans les CHU, les centres hospitaliers universitaires, viennent de loin. Savez-vous qu'il y avait en 1950 30 000 médecins, en 1970 60 000 médecins, actuellement 120 000 et à l'horizon de 1990 150 voire 160 000. Cela veut dire qu'on a laissé entrer dans les études de médecine beaucoup de jeunes. Et nous ne pouvons rien faire, car le mouvement, disons, descendant n'a commencé que voici 2 ans. Et la plupart de ceux qui ont exercé mes fonctions, d'abord, et des grands noms de la médecine, nous ont dit depuis plusieurs années, on dit au gouvernement précédent, il y a là un vrai problème, voulez-vous y consacrer vos réflexions et vos efforts? Ajoutez à cela que les Français dépensent de plus en plus pour leur santé. Chaque Français dépense actuellement 5 300 francs par an, en moyenne naturellement, pour sa santé. Ajoutez-y le développement technique, les équipements qui sont de plus en plus coûteux et qu'il faut remplacer souvent. Par exemple, le scanner aujourd'hui est une invention révolutionnaire dont beaucoup d'hôpitaux vont avoir. Et puis, dans quelques années, il faudra remplacer ça par ce qu'on appelle la médecine nucléaire et après d'autres progrès techniques. Nous sommes là devant donc un problème grave et délicat, et je comprends que les étudiants d'une part, que les médecins d'autre part, que les internes et chefs de clinique s'interrogent. Ceux que j'ai rencontrés, ils m'ont souvent interpellé avec énergie, mais en même temps avec un certain sentiment d'angoisse. Et ils ont dû manifester avec violence et faire la grève pour être entendus. Non. Comme les agriculteurs. Ils ont dû, en effet, nous saisir de leurs problèmes, mais ces problèmes, ils les portaient en eux depuis plusieurs années. Et nous avons ouvert la discussion. Et j'ai constaté, grâce d'abord aux efforts que nous avions accomplis, Alain Savary, Edmond Hervé et moi, et ensuite, grâce à l'intervention décisive des médiateurs, nous avons pu trouver une solution. Et nous sommes en passe de trouver une solution pour les étudiants en médecine. C'est pourquoi je crois aux vertus du dialogue. Mais je voulais surtout faire comprendre aux Françaises et aux Français que nous sommes là devant un problème de société, qu'il n'est pas question de mettre en cause le droit à la santé, mais qu'il faut tenir compte aujourd'hui du fait que la durée de vie s'allonge, que le progrès technique est là, et que la démographie médicale a fait naître, dans les professions de la médecine, une inquiétude qu'il me faut naturellement prendre en compte. À l'approche des élections anglaises, on parle souvent dans la presse en ce moment de l'exemple anglais. Et on entend par là qu'en Angleterre, sous le gouvernement travailliste, il y a quelques années, le resserrement des revenus a provoqué une grande désillusion chez les cadres, chez les chercheurs, chez les gens qui amorcent le processus industriel. Beaucoup sont partis à l'étranger, beaucoup se sont démobilisés, les ressorts dynamiques se sont cassés. Est-ce que vous ne craignez pas que la recherche de ce qu'on appelle la justice sociale, une plus grande égalité sociale en France, n'aboutisse au même résultat qui, on l'a vu après en Angleterre, était catastrophique? Oui, vous voulez opposer notre volonté de réduction des inégalités aux conséquences qu'a pu connaître la Grande-Bretagne. Non, pas seulement ça. Il y a aussi un article de Jean Fourastier dans Le Point cette semaine qui explique bien que égalité et justice, oui, ce n'est pas toujours la même chose. J'ai bien compris, mais alors je voulais, si vous voulez, faire un petit raisonnement. Lorsque nous parlons de la réduction des inégalités, nous parlons naturellement de la réduction des inégalités face à la distribution du revenu. Nous parlons de 2 autres formes d'inégalité qui sont également très graves. L'inégalité devant l'accès au savoir, devant l'accès aux connaissances, devant l'ouverture à la culture. Et c'est un des points très importants pour le gouvernement. Vous avez tout à l'heure entendu ce qu'a été ma carrière, comme l'on dit. Je sais ce dont je parle. C'est pas toujours facile d'apprendre à 30, 35 ou 40 ans, et il est bon, dès le plus jeune âge, et dès l'adolescence, d'être mis en mesure d'acquérir les connaissances, disons, les plus importantes. Il y a sur ce plan-là, d'ailleurs, une réflexion peut-être un peu plus profonde. Je préfère, pour ma part, des têtes bien faites à des têtes trop pleines.
Et cela, ça nous pose le problème, disons, de la réforme de l'éducation, actuellement en cours de réflexion Est-ce qu'il n'y a pas au ministère de l'Éducation nationale. Troisième forme d'inégalité, les inégalités devant l'exercice du pouvoir. Et là, c'est très important. C'est pourquoi nous avons fait la décentralisation. C'est pourquoi nous avons ouvert les entreprises à la démocratie. Il faut que, devant le pouvoir, chaque Française et chaque Français puisse se sentir associé aux décisions, avoir la possibilité de contrôler les décisions. Alors, j'en viens maintenant, après avoir peut-être usé d'un trop long préambule, à la question que vous nous posez. Lorsque nous voulons réduire les inégalités, il ne s'agit pas d'opérer un nivellement. Il faut qu'il y ait des différences de revenus en fonction de la qualité du travail rendu. Les différences de patrimoine me choquent souvent, surtout quand elles sont héréditaires, mais que l'on reconnaisse à chacun ses mérites et qu'il soit normalement rétribué me paraît légitime. Nous ne sommes pas partisans d'une société de nivellement. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque j'observe aujourd'hui la progression du SMIC, qui ne se retentit pas toujours sur les salaires des ouvriers professionnels ou voire spécialisés de qualité, je me dis qu'il y a là une vraie question dont j'ai d'ailleurs parlé déjà avec les responsables des organisations syndicales. Bon, nous allons passer, Monsieur le Ministre, maintenant aux questions de SVP, parce que je crois que les téléspectateurs commencent à piaffer, parce que si c'est le 2e anniversaire de l'arrivée de la gauche au pouvoir, c'est le 3e anniversaire ce soir de la mort de Bob Marley, et que nous ne pouvons pas rendre l'antenne trop tard. Philippe Arroir. Bon, beaucoup de questions, Monsieur le Ministre, et des questions très précises et très concrètes. Pourriez-vous nous assurer solennellement qu'il n'y aura pas de 4e dévaluation, comme le fit Monsieur Mauroy avant la 3e? Le gouvernement fera tout, et je ferai tout, là où je suis, pour qu'il n'y ait pas de 4e dévaluation. Cela dépend du gouvernement, mais cela dépend aussi des Françaises et des Français. Aidez-nous à gagner la bataille de l'inflation. Aidez-nous même à faire en sorte que les prix augmentent de moins de 8%. Et aidez-nous à gagner la bataille du commerce extérieur, et la crise monétaire ne se reproduira pas. Autre question. Le 1er avril, une taxe des alcools est entrée en vigueur sur les alcools de plus de 25 degrés. Or, on sait que l'alcoolisme en France réside principalement par l'absorption de boissons d'un degré inférieur. Alors? Vous savez, le sujet est très controversé. N'est-ce pas, si les téléspectateurs souhaitent que nous taxions la bière et que nous taxions le vin, on peut retenir cette suggestion pour un examen ultérieur devant le Parlement. Mais les rapports les plus savants ont démontré tout de même que c'était l'usage des boissons titrant plus de 25 degrés, telles que apéritifs anisés, whisky et vodka, qui entraînaient les conséquences les plus graves. De toute façon, la taxe, je voudrais dire aussi aux téléspectateurs que la taxe est un moyen de dissuasion, mais quand dans le même temps, le gouvernement a engagé une action d'information et qui vise à prévenir. Effectivement, je suis favorable à une consommation modérée de tous les alcools, du vin et de la bière, ce qui n'interdit pas d'ailleurs d'en user de temps en temps, ce que je fais généralement avec plaisir. Autre question. Pourquoi la France a-t-elle été obligée d'emprunter 30 milliards à la CEE au lieu de les emprunter à une banque internationale? La solidarité européenne doit jouer. Il s'agit d'un emprunt à long terme. Les conditions dans lesquelles cet emprunt a été souscrit ont été exposées par Jacques Delors, mais cet emprunt est relié avec les besoins de financement que nous connaissons à cause de notre déficit du commerce extérieur, et j'en reviens par conséquent à l'essentiel de la bataille dont j'ai déjà parlé. La question d'un fonctionnaire, je ne sais pas s'il dépend de votre ministère, mais la question va peut-être vous surprendre. Pourquoi vous comportez-vous toujours comme un super ministre? Essayez-vous d'accaparer des attributions ne relevant pas de votre ministère, alors que vous avez déjà de sérieuses affaires à résoudre? Écoutez, je ne me comporte pas comme un super ministre, et en tout cas, ni comme un super ministre, ni comme un vice-premier ministre. On m'a confié la responsabilité des affaires sociales, et je suis aidé dans cette tâche par plusieurs secrétaires d'État et par un ministre délégué. Je n'ai pas pour habitude de faire le travail des autres.
Je suis très bien là où je suis. Je me permets de préciser quelque chose d'ailleurs, puisque la question avait été évoquée tout à l'heure au début de cette émission. Là où je suis, je ne pense pas du tout à ma carrière. Je n'ai jamais programmé ma carrière. J'essaie de faire bien ce que j'ai à faire, et si je peux mériter un jour la reconnaissance des Français pour avoir mené à bien le dialogue social, j'en serai grandement récompensé. Et celle de François Mitterrand, d'ailleurs. Philippe Arroir. Oui, Monsieur le ministre, tout à l'heure, vous avez parlé donc de l'agitation sociale en France, des manifestations. On nous a souvent posé la question, croyez-vous à un mai 83, qui serait un mai 68 à l'envers? Et on nous demande même, est-ce qu'il y a une possibilité de chilinisation? Je suppose que, que la France devienne le Chili d'Allende. Est-ce qu'il y a un risque de convergence entre les mécontentements actuels? Je ne crois pas à cette hypothèse. Je n'y crois absolument pas. Le gouvernement a la volonté, le Premier ministre l'a rappelé aujourd'hui, de maintenir l'ordre public. Et puis, beaucoup de revendications sont totalement contradictoires. Par exemple, les agriculteurs, ils manifestent aujourd'hui pour obtenir un niveau de prix décent. Ça se discute à Bruxelles. Et par conséquent, ils soutiennent l'action de Michel Rocard qui se bat, en effet, pour obtenir un niveau de prix décent. Alors, lorsqu'il y a d'autres manifestations, je ne crois pas qu'elles mettent en cause l'exercice du pouvoir ni la nature démocratique de nos institutions. J'observe tout de même quelque chose, c'est qu'il me semble, lorsqu'il s'agit par exemple de telle ou telle manifestation intéressant des commerçants, que les gros ont généralement tendance à s'abriter derrière les petits. Or, je suis partisan d'ouvrir la discussion sur toutes les questions qui sont posées, mais il ne faut pas confondre. Il y a des revendications légitimes exprimées par des petits commerçants qui voient effectivement la transformation des structures de la distribution avec un peu d'inquiétude, et puis il y en a qui ne se portent pas mal. Donc vous ne croyez pas au complot politique. Philippe Arroir, une dernière question. Oh, ben écoutez, il y en avait beaucoup de dernières questions, mais peut-être celle-ci qui est une femme retraitée de 75 ans qui a compris en tout cas les choses ainsi. Vous dites que tout va bien, monsieur le ministre, vous êtes content. Faites-vous le marché? Oui, je fais le marché avec ma femme. Disons que c'est elle qui fait le marché. Elle me dit d'ailleurs qu'il y a tel ou tel prix qui augmente. Moi, je me contente souvent de porter les paquets. Mais je n'ai pas dit que tout allait bien. Peut-être que j'ai un naturel optimiste et que je pense toujours qu'avec de la volonté, on peut résoudre les difficultés. On me prête cette formule, quand on veut, on peut. Mais je ne mésestime pas du tout la gravité des problèmes auxquels la France est confrontée. Je voudrais simplement dire à cette personne que je compte aussi sur elle pour que la France gagne la partie. Et je compte aussi, ainsi que le gouvernement, comme l'a rappelé à plusieurs reprises François Mitterrand, sur la jeunesse. Pierre Mendès France avait l'habitude de dire, chaque fois que dans notre histoire, les forces de la jeunesse, les forces du travail, les forces de l'intelligence, les créateurs se sont rassemblés, chaque fois, la France a surmonté les difficultés et a pu reprendre sa marche en avant. C'est de cela qu'il s'agit en ce moment, et ne sous-estimant absolument pas la gravité des difficultés auxquelles la France est confrontée, je souhaite que les Français soient capables de se rassembler autour du président de la République pour franchir la passe difficile que nous connaissons. Eh bien, c'était l'heure de vérité de Pierre Bérégovoy. Prochain rendez-vous dans 4 semaines. Bonsoir.